Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie se prépare à l'approche des élections législatives et présidentielles. À la veille des scrutins respectivement prévus les 26 octobre et 23 novembre, les Tunisiens attendent beaucoup de leurs nouveaux dirigeants. Au Maroc, le roi Mohamed VI lance un vaste programme de développement pour le Grand Casablanca, doté d'une enveloppe de 3 milliards d'euros. Ce financement devrait permettre de moderniser la ville avec la construction de plusieurs infrastructures. Et culture en fin d'édition, direction le Rwanda à l'occasion de la 2e édition de la semaine annuelle de la mode de Kigali. Nous verrons que cette industrie regorge de talents mais reste confrontée au faible soutien de l'État. La Tunisie se prépare à voter 2 fois cet automne, d'abord pour les législatives, puis pour les présidentielles. Les réactions des citoyens se multiplient, notamment dans les rues de Sidi Bouzid, ville symbole de la révolution de 2010. Les précisions d'Anan Faro. 2 scrutins en l'espace d'un mois. 5 millions de Tunisiens inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes cet automne. D'abord pour renouveler le Parlement le 26 octobre, puis pour élire le président de la République le 23 novembre. Dans les rues de Sidi Bouzid, berceau de la révolution du jasmin, la population est partagée face à la double échéance électorale. Si quelqu'un ne s'est pas inscrit sur les listes électorales et ne vote pas, c'est qu'il n'est pas patriote. Je n'ai aucune confiance dans les politiciens, aucune. S'ils étaient dignes de notre confiance, alors ils n'auraient pas laissé notre pays dans cette situation. Pour le scrutin présidentiel, 70 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'autorité étudie actuellement les candidatures. Une vingtaine ont déjà été rejetées. Le nombre de candidats devrait être limité. Comment quelqu'un peut choisir parmi 70 candidats? C'est difficile. Le citoyen tunisien ne comprend pas du tout et ne sait pas qui choisir. Nous avons essayé de rendre le vote plus facile et permettre que leur voix soit entendue. À la veille des élections, les Tunisiens attendent beaucoup de leurs nouveaux dirigeants, notamment sur le plan économique. L'an dernier, le taux de chômage dépassait les 17% de la population active. Mauritanie, l'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal appelle le président Mohamed Ould Abdelaziz au respect des engagements qu'il a pris en mai dernier. Le chef de l'État mauritanien avait promis de résoudre graduellement les problèmes relatifs à leur réintégration dans la société mauritanienne. Les explications d'Anan Faro. Noirs et Mauritaniens, c'est leur identité. On estime à 24 500 le nombre de Mauritaniens rapatriés du Sénégal. 25 ans après leur expulsion par Nouakchott, le retour a bien eu lieu, mais pas forcément dans les conditions espérées. Face à leurs doléances, les autorités sont à l'écoute, mais pas assez pour le mouvement Touche pas à ma nationalité, qui a été reçu au printemps dernier par le président Ould Abdelaziz. Nous avons fait comprendre au président que nous sommes là en tant que défenseurs des droits humains. Nous sommes là pour dire ce qui ne va pas en Mauritanie. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est qu'il se penche sur la double nationalité. Donc qu'un Mauritanien qui a vécu à l'étranger puisse bénéficier de cette nationalité et conserver en même temps sa nationalité mauritanienne. La majorité des rapatriés du Sénégal sont inscrits dans les registres d'état civil mauritaniens. Cependant, quelques 6300 ne seraient pas encore recensés. Malgré les promesses des autorités, la question de l'identité nationale reste en suspens. L'unité nationale, comme nous avons l'habitude de le dire, n'est pas un simple mot, c'est un ensemble d'actes. Il ne suffit pas de créer, de faire des cartes postales, des timbres-poste pour, en dessinant un noir, donnant la main à un mort pour dire que voilà, c'est l'unité nationale. Non, l'unité nationale, c'est le fait d'accepter l'autre. L'unité nationale, c'est le fait de donner à chacun ses droits. C'est le fait de mettre tous les citoyens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, au même pied d'égalité. En mai 2011, les autorités mauritaniennes ont lancé un processus d'enrôlement qui met officiellement en place un système d'identification des citoyens. Face à la polémique suscitée, certains observateurs font germer l'idée d'organiser des états généraux sur la question des droits des Noirs mauritaniens.
Dans l'actualité également, Charles Blé Goudet comparé depuis ce lundi devant la Cour pénale internationale. Lors de cette audience de confirmation des charges, le procureur Fatou Bensouda devra convaincre les juges que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès. Maître Majid Bouden, avocat au barreau de Paris, nous explique les enjeux de cette audience. Mais à ce stade, il faut que le procureur, c'est une obligation que le procureur a, d'apporter un début de preuve pour que le tribunal puisse penser qu'il y a une éventualité, une probabilité forte que ces preuves soient apportées. Mais ce n'est pas nécessaire que les preuves soient apportées à ce stade. C'est ça la confirmation de charge. Et donc, sur le plan de la procédure, c'est normal, c'est une étape normale. Et sur le plan du fond, si à ce stade le procureur n'apporte rien et c'est des simples allégations, le procès peut s'arrêter. 3 milliards d'euros mobilisés pour le Grand Casablanca au Maroc. Le roi Mohamed VI affiche ses ambitions pour la capitale économique marocaine en lançant ce vendredi un plan de développement qui repose sur 4 axes stratégiques majeurs, comme nous l'explique Ibra Khadindiaï. 3 milliards d'euros pour le Grand Casablanca. Le gouvernement marocain vient de dévoiler un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique Casablanca. Un plan qui repose sur 4 axes stratégiques, notamment une mise à niveau de l'enseignement et des structures de santé. Le deuxième axe repose sur le développement des infrastructures. Par ailleurs, les autorités ambitionnent de faire de Casablanca une destination d'affaires mais aussi touristique. C'est une ville qui attire beaucoup d'étrangers dans la mesure où il y a une belle corniche, il y a quand même maintenant la mosquée de Hassan II, qui est un prestigieux lieu de visite. Il y a les Habous, il y a des anciens quartiers, mais ça reste aussi du tourisme d'affaires, parce que c'est le cœur de l'économie marocaine. Un plan prioritaire de 300 millions d'euros a été annoncé pour cette année 2014. Objectif pallier aux besoins urgents pour le développement de Casablanca. La réhabilitation de la façade littorale, la construction de grands théâtres et d'un village sportif ou encore la réhabilitation du grand stade de la ville de Casablanca bénéficient également de financement et sont déjà en chantier. Autant de projets qui illustrent la volonté des autorités de faire de Casablanca un hub financier international. Casablanca constitue près de 40% du PIB industriel du Maroc. Donc c'est un potentiel économique énorme et qui peut aller jusqu'à la ville voisine Mohammedia. Et donc ça c'est dire l'importance de Casa, qui est le cœur économique du Maroc. Le Maroc souhaite devenir un hub régional. De nombreux accords économiques ont été signés avec des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion des visites du roi Mohamed VI au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Une diplomatie qui porte aujourd'hui ses fruits. Et direction le Rwanda à l'occasion de la 2e édition de la semaine annuelle de la mode qui s'est tenue du 23 au 27 septembre à Kigali. De nombreux stylistes locaux ont présenté au public des collections valorisant la culture rwandaise. Un appel aux autorités a également été lancé, comme nous l'explique le reportage d'Olive Adiakotan, notre correspondant au Rwanda. Développer davantage l'industrie de la mode au Rwanda en amenant les Rwandais à s'habiller selon la culture du pays des 1000 collines, tel est le vœu des stylistes locaux. Une dizaine de créateurs de mode rwandais ont proposé au public leur savoir-faire durant la 2e édition annuelle de la Semaine de la mode. Un événement qui s'est déroulé du 23 au 27 septembre 2014 à Kigali. Les professionnels de la mode se sont servis de pagne pour représenter leur créativité. Des chemises, des robes, des sacs à main et bien d'autres accessoires pour promouvoir le mode vestimentaire africain, mais surtout rwandais. Mes créations valorisent la culture rwandaise, mais mes frères rwandais ne les aiment pas trop, ils sont tenus par les étrangers. On a adoré l'événement, on a eu la chance de rencontrer avec des autres fashionistes et pour aussi découvrir des autres talents. L'industrie de la mode du Rwanda regorge de plusieurs talents. Elle est peu exploitée à ce jour car environ 70% des Rwandais consomment de plus en plus la mode étrangère.
Mais les stylistes locaux souhaitent renverser la tendance dans les prochaines années. Nous devons élever notre niveau de contribution en biens, nous organisons pour développer l'industrie de la mode dans notre pays. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. J'ai donc espoir que nous allons montrer notre savoir-faire partout dans l'Afrique de l'Est. Certains acteurs de la mode du Rwanda ont initié cette année le Rwanda Fashion Fund, un fonds pour soutenir la création et l'émergence d'une industrie de la mode dans le pays. Les autorités en charge de la culture au Rwanda envisagent également la construction d'une école pour former les professionnels de la mode. Elles veulent également s'inspirer du modèle nigérian pour être le leader de la mode en Afrique de l'Est. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.